Bonjour, c'est Hurlelou de Croc-et-Lame. Parlons un peu des Space Marines féminins. C'est un sujet brûlant, qui revient régulièrement. Prenons le temps d'en parler calmement, de décortiquer un peu cette idée et les diverses tensions qui sous-tendent à tout cela. Premièrement, la chose la plus importante, on le rappelle, les gens font ce qu'ils veulent de leurs figurines. On aime, on n'aime pas, ce n'est pas le débat. Si vous pouvez accepter de jouer avec ou contre la variété des armées de 40K, vous pouvez bien tolérer les fantaisies d'autres camarades de jeu sans projeter sur eux votre hostilité. Bien sûr, dans les limites de la décence et de la légalité, évidemment. Ensuite, répondons tout de suite à un argument. Non, les sœurs de bataille ne sont pas des Space Marines féminins. Bien sûr, il y a de très gros points communs entre ces deux armées, à commencer par l'armure énergétique et le bolter. Tout comme il y a des points communs avec les Custodes et avec les Sœurs du Silence. Mais personne ne va dire qu'ils sont tous interchangeables, en dehors de quelques joueurs Xenos anti-Imperium, certes. La Sœur de bataille est une personne endoctrinée depuis sa plus tendre enfance pour devenir une fanatique xénophobe ultra-violente. Le Space Marines, c'est pareil. Certains diront que c'est aussi vrai d'à peu près tout le monde dans l'Imperium, cela dit. Non, ce qui différencie les SM des Sistas, ce sont les modifications physiques et génétiques. Maintenant, intéressons-nous un peu au lore, écrit par les auteurs officiels, représentant du fluff que l'on pourrait qualifier de légitime. À la trivia, c'est-à-dire comment le lore fait référence à des choses du monde réel, et aux réactions des gens face à tout ça. Puis cherchons des pistes allant dans un sens ou dans l'autre. Dans le lore officiel, celui des codex et des livres de règles, plusieurs conditions doivent être réunies pour faire un Space Marines. L'aspirant doit être jeune, très jeune, dans les 8 ans. Ce qui, en passant, est terrifiant. Mon propre fils a à peine 9 ans, et en aucun cas je ne l'imagine subir le quart de la moitié du 10e du parcours de l'initiation d'un Astartes. L'aspirant est aussi, traditionnellement, un mâle. Pour l'âge, la justification est que l'implantation des organes à un âge avancé rend plus probable la mort de l'aspirant pendant le processus de transformation. Concernant le sexe de l'enfant, l'argument avancé a été précisé relativement récemment. Généralement, on parle de physiologie masculine ou féminine plus ou moins compatible avec les zygotes. C'est rigolo la science-fiction, on prend un concept scientifique et on en fait de la fiction. Le truc, c'est quand le fait scientifique est mal connu, que ce soit du public ou des auteurs, ça coince un peu. Dans ce podcast, nous allons établir quelques définitions du coup. D'après le Robert, la physiologie c'est la science qui étudie les fonctions et les propriétés des organes et des tissus des êtres vivants, ou ses fonctions. C'est vague. Ce qui est pratique pour de la science-fiction, cela dit. En passant, voici la définition d'un zygote. œuf fécondé avant la première segmentation. Je le mets là parce que, perso, je ne savais pas ce que ça voulait dire à la base. Ça pousse à se demander ce qui différencie la physiologie d'un enfant de 8 ans masculin de son homologue féminin. À dire vrai, pas grand-chose. Les organes sexuels se différencient pendant la période fœtale de notre développement, mais le reste émerge à partir de la puberté. On appelle ça les caractères sexuels secondaires. Ils concernent des choses peu importantes pour notre futur Space Marines, telles que la répartition du poil sur le corps et sa vitesse de croissance, ou la répartition de la graisse sur le corps. D'autres ont plus d'intérêt, comme la masse osseuse ou musculaire. Mais ces différenciations se passent après la puberté. Or, nos aspirants sont en principe prépubères. Les modifications qui conduisent à la transformation de l'aspirant en un Space Marines sont d'une certaine manière une exacerbation du développement du caractère masculin de la puberté. Plus d'os, plus de muscles, en gros. Et pour cela, on greffe des organes balançant plein d'hormones de croissance dans le corps de notre aspirant.
on déclenche une puberté contrôlée et extrêmement violente. Si violente qu'elle tue une partie des aspirants en fait. Mais qu'est-ce qui provoque la puberté ? C'est un phénomène complexe, très complexe, et je ne vais pas faire un cours de biologie ultra poussé. Mais en gros, à partir d'un certain âge, les organes sexuels commencent à produire plus d'hormones spécialisées. La testostérone chez les mâles et la testostérone et les œstrogènes chez la femelle. Oui, les humaines plutôt, produisent de la testostérone aussi, mais moins que les mâles. La présence de ces hormones dans le corps provoque tout un tas de choses, notamment la croissance des organes sexuels et l'émergence des caractères sexuels secondaires évoqués plus haut. Seulement, l'humain n'est pas une machine produite en usine avec des matériaux simples. Nous sommes le résultat du travail collectif de milliards de cellules plus ou moins spécialisées elles-mêmes, étant le travail collectif de divers organites traduisant l'ADN de notre noyau cellulaire pour en faire des molécules comme les hormones qui permettent de faire fonctionner toute cette machinerie géniale qu'est le corps humain. Mais ce n'est pas une machinerie exacte. Et certaines femmes produisent plus de testostérone que certains hommes, par exemple. Certaines femmes sont plus grandes et plus musclées que certains hommes. Parce que tout cela, globalement, c'est des moyennes, mais il n'y a pas de séparation stricte statistiquement entre les femmes et les hommes sur aucun caractère, encore moins à 8 ans. Il y a quelques années, sur le site de Warmer Community, un article a repris l'index Astartes 1, qui précisait que seuls les aspirants masculins étaient sélectionnés en raison de compatibilité entre les hormones et les tissus mâles avec les zygotes. Article fréquemment cité pour contrer les arguments des personnes aimant l'idée des Space Marines féminins. Pour les hormones, la différence se fait uniquement sur la question de la testostérone et des œstrogènes. Or, nous savons qu'il existe des individus sur notre planète, à notre époque, qui utilisent des traitements de changement de genre avec ces hormones. Et ça ne marche pas trop mal. Et ils ne les prennent qu'à partir de leurs 18 ans. Avant ça, ils n'ont souvent accès qu'à des bloqueurs de puberté, s'ils y accèdent. Donc, les hormones à notre époque, on maîtrise au moins en partie le sujet. Suffisamment pour que ça ne soit pas de la science-fiction en fait. Pour les greffes d'organes, a priori, je n'ai rien trouvé de très convaincant qui concerne une impossibilité à greffer un organe issu d'un donneur masculin à un receveur féminin ou inversement. De fait, si notre monde est le passé de celui de Warhammer 40 000, alors, d'un point de vue strictement technique, il n'y aurait pas de vraie incompatibilité entre la physiologie féminine et le fait de devenir un Space Marines. Cela dit, étant donné la transformation que subit l'aspirant, à la fin, il n'y aurait pas de différence physiologique entre un aspirant masculin ou féminin. Et les caractères masculins l'emporteraient à cause de la transformation radicale, et la personne serait plus proche d'une personne ayant fait une transition de genre vers le genre masculin. Une transition violente, horrible et discutable du point de vue du consentement de l'aspirant, un peu comme pour les super mutants de Fallout, cela dit. Après, la question d'expression du genre masculin ayant tant varié dans notre histoire, le port de cheveux courts ou longs, de la barbe ou non, les différentes modes vestimentaires, tout est possible quant à l'apparence de notre marine une fois adulte. Après tout, pour Louis XIV et sa cour, porter des talons et une perruque était très viril, par exemple. De ce point de vue-là, on aurait donc des chapitres composés uniquement de frères de bataille, même s'ils n'étaient pas tous nés ainsi. Après tout, personne ne naît Space Marines. Retournons à notre aspirant. On a pour l'instant évacué la question de son sexe. Mais je veux revenir à une autre question avant de reparler du sexe, des anges de la mort. L'âge. L'autre facteur important pour la transformation en colosse transhumain qui crache de l'acide, empoisonne par morsure et absorbe les souvenirs de ses ennemis au goûter, est-ce que ça doit forcément être un enfant ? Oui et non.
les occurrences de personnes non Space Marines avec une initiation tardive ne manquent pas. Les Space Wolves, par exemple, ont plus tendance à recruter des adolescents qui combattent déjà que des enfants. Et pendant leur Isidorus, il était fréquent que des personnes de l'entourage du Primarque, avant sa rencontre avec l'Empereur, ne soient transformées en quelque chose qui ressemble à un Space Marines sans en être un à 100%. Corphiron et Luther en sont des exemples célèbres. La 13e compagnie des Space Wolves en est un autre. La science génétique de l'Imperium permet d'accomplir des exploits. Si Corphiron est toujours vivant en M42, ce n'est pas juste grâce à l'amour des dieux sombres. Pareil pour Luther d'ailleurs, surtout pour lui qui a vécu 10 000 ans prisonnier à bord du Roc. Il existe donc entre l'être humain dans sa simplicité et le Space Marines une forme intermédiaire. On a au moins un exemple qui nous intéresse pour notre sujet. Saulus Megon, la maîtresse de l'Engeli Zasta. Qui est donc cette personne ? À vrai dire, j'ai très peu d'informations. Il s'agit d'une femme qui a subi cette transformation partielle en Space Marines, comme de nombreux suivants de Lionel Johnson. Elle ne serait pas la seule femme à qui ce serait arrivé. Et elle a un poste d'officier dans la Légion des Dark Angels. Une femme Space Marine ou presque, en 30K, dans l'or officiel, mesdames et messieurs. Bon, elle n'apparaît que dans un livre, pas le plus brillant, comme la majeure partie des œuvres sur les Dark Angels. Cependant, elle existe. D'une manière tout à fait cohérente avec le reste du lore d'ailleurs. À ce stade de mes élucubrations, on pourrait se demander pourquoi donc il n'y a pas plus de Space Marines féminins dans l'univers de Warhammer 40 000. Pour l'univers en lui-même, j'évoquerai plusieurs raisons qui me paraissent plus cohérentes avec lui que ces histoires d'hormones ou de tissus incompatibles. Premièrement, la tradition. La tradition dans l'univers de Warhammer 40 000 a un poids terrible. Elle écrase tout. Toute idée d'évolution, d'adaptation se heurte violemment à la tradition, à la répétition aveugle et irréfléchie de ce que faisaient les anciens, ou plutôt de ce que l'on pense que faisaient les anciens. Si les Space Marines sont les fils des Primarques, qui sont les fils de l'Empereur, alors ça doit être des hommes, et on n'y réfléchit pas plus que ça. Enfin, les citoyens du 41e millénaire n'y réfléchissent pas. Nous, on peut. L'autre argument, c'est la sélection en vue de l'élevage des individus de la meilleure qualité possible. Les chapitres recrutent fréquemment sur des mondes relativement peu peuplés. Ils prennent une certaine quantité d'individus, les plus robustes, déterminés et aptes à devenir des Astartes. S'ils prenaient les individus des deux sexes, alors les caractères qui les intéressent finiraient par s'éteindre, étant donné qu'a priori, les Astartes n'ont pas de progéniture naturelle. En préservant une moitié de la population de la sélection pour faire des Marines, ils permettent aux gènes qui les intéressent de persister dans la population, dans le cheptel si on veut. Et élever des humains pour sélectionner des caractères, l'Imperium le fait déjà, ça on le sait. Pour terminer, parlons de figurines. Il n'y a pas présentement de figurines explicitement féminines dans la gamme des Space Marines. Il a cependant existé des figurines avec des caractères féminins et des armures énergétiques très astartésiennes. Ces figurines datent de la première édition. Elles sont présentées comme des aventurières dans le catalogue. Cependant, elles ne ressemblent pas aux autres figurines d'aventuriers, y compris en armure énergétique, présentes sur ces pages, mais à des Space Marines de cette période. Alan Meret s'est exprimé il y a quelque temps à ce sujet. Je vous mets à l'image ses commentaires, mais je vais résumer.
Il ne s'agit pas d'une question de l'or, mais d'une question de clientèle. Il n'y avait pas de clientèle pour ces figurines. Il faut dire que les sculptures ne sont pas les plus intéressantes de la gamme, même pour cette époque. Cependant, la démographie de la clientèle de Game Workshop a changé avec le temps, de même que les compétences des sculpteurs. Certains diront que les visages féminins des sculptures de chez Game Workshop n'ont jamais été très brillantes. Personnellement, je trouve qu'il y a eu une très forte amélioration sur la dernière décennie. Mais il est vrai que de nombreux modèles féminins n'étaient pas folichons aux origines. Ça pose la question de pourquoi ça pose plus de problèmes que la tête d'un personnage féminin soit ratée plutôt que celle d'un personnage masculin. Mais là, je n'ai pas les billes pour répondre à ça. Pour rappel, 40K est un univers créé à l'origine comme une satire, une comédie noire. L'Imperium représente le pire régime possible et emprunte ce qu'il y a de pire à tous les régimes qui ont pu exister. Un régime tellement atroce que même un primarque ne peut pas fondamentalement le changer. Évidemment que ce régime est sexiste, mais il l'est différemment de nos sociétés. Parce que les sociétés de l'Imperium sont différentes. Mais la galaxie est vaste, et il y a des femmes amirales de la flotte, chevaliers, gardes impériales, technoprêtresses, gangers, hauts seigneurs de Terra, assassins, inquisitrices et tant d'autres choses. La représentation de celles-ci évolue, comme celle des autres minorités dans notre univers transposé dans celui-ci, principalement au travers des romans, et de plus en plus au travers des figurines, et c'est une bonne chose. L'humanité ne s'est pas répandue au travers des étoiles pour que seule une dizaine de types physiques n'existent et que tous les autres disparaissent, et qu'une seule civilisation n'émerge avec un seul code de valeur morale. Des gens s'emparent de Warhammer 40 000 pour représenter d'autres choses que celles que la fin des années 80 n'avait pas forcément prévues à l'origine. Et c'est cool. Tout ça pour dire que non, les Space Marines féminins, ça n'est pas impossible dans l'univers de Warhammer 40 000. Inhabituel ? Oui. Excessivement rare ? Oui. Mais impossible, a priori, je dirais non. La galaxie est vaste. Très vaste. Son histoire est très longue. Des choses impossibles, il y en a des tas qui sont en fait possibles. Est-ce que Game Workshop fera un jour des Marines féminins ? Je n'en sais rien. Et honnêtement, j'en doute. Ça n'est pas impossible. Ce qui a été fait pour les Stormcast en termes de figurines féminines est plutôt intéressant. Quand bien même les Marines féminins officiels n'existeraient jamais. Est-ce que ça doit empêcher les gens de se faire les leurs ? Surtout pas. Est-ce que ça autorise les gens qui ne trouvent pas cette idée attrayante à être agressives avec ceux qui la trouvent intéressante ? En aucun cas. Ce sont vos morceaux de plastique, de résine ou de ferraille, et vous en faites bien ce que vous voulez. Sur ce, je vous dis à bientôt, et surtout, amusez-vous bien.